commencé à m'intéresser à ce sujet des règles, et que j'en parlais autour de moi, les gens me disaient les règles de quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ils pensaient que ça pouvait être les règles de l'Union européenne, de la pelote basque, quelque chose de mystérieux. En tout cas, la dernière chose à laquelle ils pensaient, c'était les menstruations. Le fait qu'on saigne périodiquement, environ tous les mois, quand on a le bonheur et l'avantage d'être né avec un sexe féminin. C'est la dernière chose qui leur venait à l'idée. Et ensuite, la deuxième, c'était toujours une petite moue de recul, même un peu de dégoût, qui me disait, mais enfin, pourquoi tu t'intéresses à un sujet pareil? Ah oui, c'est un sujet qui nous met globalement tous et toutes plutôt mal à l'aise. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis demandé pourquoi ce sujet-là nous mettait tellement mal à l'aise. Pourquoi ce sujet, on n'en parlait jamais? Alors, est-ce que c'est parce que ça arrive à pas beaucoup de gens? Comme certaines maladies rares? Bah non, pas vraiment. Hein. Quand on regarde, on va dire que 3,6 milliards d'individus, c'est pas peu, hein, en définitive, que quand on y réfléchit aussi, un homme sur deux a ses règles, puisqu'un homme sur deux est une femme. Donc on va dire que ça concerne quand même beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne s'y intéresse pas parce que ça arrive rarement, une fois dans la vie? Non, hein, 450 à 500 fois dans une vie, entre l'âge de 12 ans et demi et 51 ans, une personne de sexe féminin va avoir ses règles. Ça représente 2400 jours à 2500 jours dans une vie, 6 à 7 ans, durant lesquels on va être exposé à ce phénomène biologique essentiel pour la reproduction, que sont les règles. Sans règles, pas de grossesse, sans grossesse, pas d'enfant. Donc c'est dire que ça ne peut pas être un sujet tout à fait sans intérêt pour l'espèce humaine que les menstruations. Donc je me suis demandé pourquoi c'était aussi stigmatisé, pourquoi ça nous mettait tellement mal à l'aise alors que c'était essentiel pour notre survie. Il y a évidemment dans ma démarche, il y avait quelque chose qui était lié au fait que je suis moi-même née avec un sexe féminin, que moi-même j'ai eu mes règles pendant 40 ans, c'est fini depuis quelques années, et je me suis aperçue que ça avait en fait beaucoup compté dans ma vie, le rapport que j'avais eu à mes règles. Et la chose la plus étonnante, ce qui m'a vraiment le plus surpris dans cette histoire, c'était le fait que avoir ces règles... Really? Avoir ces règles, c'était ce par quoi on était défini comme femme. Quand on a ces règles pour la première fois, j'imagine que celles qui ont eu cette chance connaissent ça, on entend dire, ça y est, tu es devenue une femme. On a tout entendu, comme si on était des poneys avant. Non, hein, a priori, de licorne, je sais pas. Moi j'ai dit à mon père, tu croyais que j'étais quoi avant, un singe? C'est enfin ce par quoi on est désigné comme femme, c'est le fait qu'on a nos règles. Mais après, c'est quelque chose dont il devient inconvenant de parler, dont on est supposé avoir honte, parler à voix basse. Quand on parle des protections périodiques, on baisse la voix, on les cache, on essaye que ça ne fasse pas de bruit, même quand on est dans les toilettes, en enlevant le collant, parce que peut-être de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va savoir combien une serviette périodique. Et mon Dieu, quelle honte! En fait, sincèrement, qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça se fait qu'on est mis tellement mal à l'aise vis-à-vis de nous-mêmes quand on a nos règles? Et encore une fois, pas une fois de temps en temps, mais 4 à 5 jours par mois pendant 40 ans. Et je me suis rendu compte d'une chose, je me suis dit, mais en fait, d'avoir honte d'un phénomène naturel, contre lequel on ne peut rien, et qui nous définit comme femmes
sans surprise. Ça ne va pas nous aider dans la vie. 2, penser que nous sommes honteuses, que nous sommes impures, que nous sommes de ce fait, et pour cette raison, inférieures aux hommes. Et là, il y a quand même quelque chose où je me suis dit, il faut changer un petit peu le regard qu'on a là-dessus, parce que le fait de ne pas s'intéresser aux règles va avoir des conséquences très importantes pour notre santé, pour notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Ça va avoir des conséquences très importantes, pas seulement pour la santé des femmes, mais pour la santé des hommes. On va y venir. Pour la survie de l'espèce humaine, éventuellement. Et ce que j'ai découvert en soulevant le couvercle est très intéressant. Vous avez entendu 2 choses. La première, ça y est, tu es devenue une femme quand vous avez vos premières règles. La deuxième chose que vous avez remarqué, et ça bien avant d'avoir vos premières règles pour les femmes, et bien après, quand une femme est de mauvaise humeur, quand une femme affirme son opinion de façon véhémente, quand une femme n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'elle s'entend dire en général? Tu n'aurais pas tes règles? Tu n'aurais pas tes ragnagnas? Oh, mais madame va avoir tes ragnos, je sens. On s'entend dire ça de longue. On l'entend dire à toutes les femmes qu'elles aient ou non leurs règles, car en réalité, personne ne sait si c'est lié ou pas à nos règles. Il y a un gros problème pour l'espèce humaine à perpétuer ce genre de stigmatisation. Mais un gros problème. Le premier, c'est que les femmes qui s'entendent dire ça vont associer les menstruations à un phénomène négatif, qui est perçu obligatoirement négativement. Qui va, de surcroît, elles vont le percevoir comme quelque chose contre quoi elles n'ont aucun contrôle, leurs hormones, et qui les rend folles. Donc elles vont penser, et ça c'est le double effet qui se coule de cette petite phrase, elles vont penser que ce qu'elles disent n'a pas vraiment de valeur, que leurs humeurs, elles n'en ont aucun contrôle et elles ne sont pas légitimes. Et par extension, elles vont penser qu'elles ne sont pas très légitimes, alors que tout ça ne repose que sur du vent. On va faire une petite incise sur les hormones, et là, je demande l'attention de tous les individus de sexe masculin dans cette salle. Il y a eu des études qui ont été conduites en 2008 sur l'impact de la testostérone sur les êtres humains de sexe masculin. Vous savez que nous avons, vous savez ou vous ne savez pas, que tous les individus, tous les êtres humains produisent journellement 50 sortes d'hormones. Les hormones, elles ont été découvertes en 1889, c'est quelque chose de très récent. Et on a surtout découvert en premier lieu les hormones dites sexuelles. Dans les hormones sexuelles, il y a d'un côté les estrogènes, de l'autre les estrogènes, la progestérone qui sont plutôt présentes chez les femmes et qui permettent l'accomplissement du cycle menstruel dont les règles sont l'aboutissement. Et j'y reviendrai un petit peu après. Et puis chez les hommes, les hormones sexuelles, c'est plutôt la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui est impliquée dans l'effort sportif, la résistance, l'endurance, mais aussi la prise de risque, éventuellement la violence. En 2008, donc, au moment de la crise des subprimes, quand il y a eu un effondrement des valeurs sur toutes les places boursières, la bourse, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Dans toutes les places boursières, il y a eu une espèce de krach. Et pendant les quelques jours de ce krach, on a fait une expérience scientifique. On a fait des prises de sang sur les traders, qui sont à 80% des hommes et à 20% des femmes à la bourse de Londres.
Et on a observé la chose suivante. On a observé que sous la pression du stress, sous la pression du risque, sous la pression compétitive de gagner par rapport à l'autre, eh bien, les hommes avaient fait massivement, les traders de sexe masculin avaient fait massivement une overdose de testostérone. À un point tel qu'ils avaient réagi d'une manière totalement irrationnelle. Ils avaient pris beaucoup trop de risques, ils avaient fait perdre beaucoup d'argent à leurs clients. Les traders sont ceux qui gèrent l'argent qui est placé à la bourse par les boursicoteurs. Et qu'ils avaient fait perdre beaucoup d'argent et s'effondrer littéralement la bourse, tandis que les traders de sexe féminin n'avaient pas fait d'overdose de testostérone et qu'elles avaient réussi à sécuriser les placements de leurs clients bien mieux que les hommes. Alors, on peut tirer beaucoup de conclusions de cette étude. On pourrait dire, et c'est la tentation qu'on a tout de suite de dire ah bah oui, mais c'est vrai que finalement les hommes sont peut-être otages de leurs hormones. Après tout, on observe des comportements violents chez les hommes très fréquemment. Est-ce qu'on ne sait pas qu'il y a tous les 3 jours une femme qui meurt sous les coups de son conjoint? Est-ce qu'on ne sait pas que cette violence, elle est systémique, elle existe? Or, moi je pense que c'est injuste de dire ça. Parce qu'il n'y a aucune raison de réduire un quelconque être humain à ses hormones. Et je pense que vous serez assez d'accord avec moi sur le fait que penser que tout ça est incontrôlable et ne fait pas l'objet d'un choix délibéré sur lequel on peut travailler, et ben c'est valable aussi pour les femmes en vérité. Quand nous avons des poussées d'estrogène, d'ocytocine, de toutes les hormones qui sont spécifiques aux femmes, en réalité, on ne peut pas nous réduire à ça. Et toutes les études montrent que, y compris ce qui s'est passé avec les traders, eh ben, on ne peut pas l'appliquer à chacune des situations de la vie. C'est un moment extrêmement précis. Et en fait, on s'est rendu compte que cette étude, elle avait plein de biais et qu'on ne pouvait pas nécessairement lier les prises de risque qui avaient été faites par ces traders à leur taux d'hormones, mais plutôt à l'éducation qui les pousse, depuis qu'ils sont nés, à prendre beaucoup plus de risques que les femmes. Donc, on a quelque chose de très biaisé dans notre façon de considérer notre rapport à nos corps. Et je voudrais revenir à ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si inquiets avec la question des règles? Est-ce que vous savez ce qu'est l'équivalent des règles, des premières règles qu'on appelle les ménarches pour les hommes? Ça s'appelle les séménarches et c'est la première fois qu'il y a une émission de sperme, ce qu'on appelle faire la carte de France dans son lit. Alors ça peut être la carte d'un autre pays. Les règles consistent à l'aboutissement du cycle menstruel, c'est la préparation des gamètes femelles, les ovocytes, à la fécondation. Et l'équivalent pour les hommes, c'est les spermatozoïdes, la fabrication de spermatozoïdes. Nous préparons les ovocytes à travers un cycle qui dure 28 jours, qui dure entre 23 et 34 jours, qui est à peu près mensuel. Il y a aussi un cycle chez les hommes, et c'est pourtant différent. Vous allez voir la différence. Nous, les femmes, naissons avec un stock fixe, enfin fixe, c'est pas très fixe, avec un stock d'ovocytes, de gamètes femelles qui vont permettre la reproduction. Quand on vient au monde, on en a 1 million. Quand on arrive à la puberté, on en a 300 000. Ça fait de la marge, on est d'accord. On va en ovuler, comme je vous le disais tout à l'heure, 450 à 500 dans une vie, au maximum. Et cette ovulation, ça va être une espèce de JO qui va se passer à l'intérieur du corps. C'est les JO de la reproduction. Il y a environ 1000 ovocytes qui vont faire un certain nombre d'épreuves pour être ou non sélectionnés pour la fécondation.
C'est à chaque fois quelque chose d'extrêmement mystérieux, mais il y a une vraie sélection sous l'emprise de nos hormones aussi pour faire qu'un petit ovocyte soit porté à maturation, jeté dans un petit sac qu'on appelle le follicule, bombardé dans la trompe pour arriver à l'utérus. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Qu'est-ce qu'il trouve? Une muqueuse intérieure qu'on appelle l'endomètre qui a épaissi pendant tout ce cycle de préparation, qui est passé de 0,3 mm à 3 mm. Donc il est 10 fois plus épais, l'intérieur. C'est comme un petit nid douillet destiné à accueillir un éventuel fœtus. Quand il n'y a pas de fécondation, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, eh bien, il y a un signal qui est envoyé à l'utérus et qui fait s'enflammer cette muqueuse interne et qui la fait expulser à travers le vagin. Ça, c'est les règles. C'est le sang menstruel. Il est composé principalement de cette muqueuse de l'endomètre qui est évacuée. Ça prend environ, comme je vous le disais, entre 23 et 34 jours. C'est très différent pour les hommes. Les hommes, vous naissez totalement à poil, sans rien. Aucune gamète, aucun gamète. Rien. Vous êtes obligé de les fabriquer à partir de la puberté. Vous êtes obligé de fabriquer plusieurs millions, entre 70 millions et 140 millions. Il faut que vous ayez toujours ce stock que vous fabriquez constamment avec un cycle journalier, des pics de testostérone qui assurent la fabrication constante de testostérone. C'est une énorme dépense d'énergie pour vous, d'autant que ça va durer jusqu'à la mort, alors que nous, après la ménopause, on en aura terminé avec cette histoire. De surcroît, il vous faut aussi des cycles de 70 jours pour fabriquer, pour apporter à maturité chaque spermatozoïde. Donc ça se reproduit quotidiennement, mais cette maturation aussi, elle va prendre 70 jours. Tous ces cycles existent pour vous. On ne vous en parle jamais, parce qu'il n'y a que pour les femmes que ce cycle est véritablement visible. Il y a chez les animaux, dans les espèces présentes sur la Terre, que 4 espèces qui ont des menstruations. Les chimpanzés, les grands singes en général, une variété de musaraignes qui s'appelle le macrocélique de Peters, qu'on trouve notamment au Kenya, dans une région qui s'appelle Mafia, d'où peut-être l'omerta, on va savoir, autour de la question des règles, et une race de chauve-souris. Et l'espèce humaine, c'est tout. Et les chiennes, me demandez-vous. Alors les chiennes n'ont pas des règles. Les chiennes, elles ont un écoulement de sang qui correspond à l'œstrus. C'est le moment où elles ovulent en fait. Et c'est le cas de tous les mammifères autour de nous, chez qui l'écoulement de sang, il est associé non pas à la fin ou au début du cycle, mais au moment pile de l'ovulation. Et c'est considéré comme un signe parmi les autres signes qui sont envoyés par la femelle pour dire ça y est, c'est le moment, go go go, je suis ready. Bon, alors évidemment, imaginez-vous que pour les êtres humains, si on faisait ça, si on avait fait ça, si nos très lointains ancêtres à la préhistoire avaient fait ça, on ne serait pas là pour en parler. Il y a peut-être eu des tribus, des sociétés, des groupuscules dans lesquels ils se sont dit ça a l'air d'être le bon moment, on va en profiter pour donner le maximum de nos forces au moment des règles. En plus, ce sera joli, on aura du rouge partout. Ils n'ont pas survécu. Il n'y a pas une société aujourd'hui sur la Terre où il n'y ait pas un tabou des relations sexuelles pendant les règles. Dans toutes les sociétés, c'est quelque chose qui est considéré comme interdit. Les relations sexuelles pendant les règles, c'est interdit. Alors,
moi, je vous demande comment on réussit à convaincre des gens qui ont envie d'avoir des relations sexuelles de ne pas en avoir et d'attendre une petite dizaine de jours. On ne va pas dire tu te la mets sur l'oreille, on en reparle dans une semaine, on fait une petite partie de belote ou de Scrabble plutôt. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on dit, probablement ce qu'ont dit nos très lointaines ancêtres, c'est si tu t'approches de ça, si tu me touches maintenant, tu vas mourir. Le sang menstruel, il a été considéré comme potentiellement mortel dans de nombreuses sociétés, ou magique. Et vous verrez qu'ils n'avaient pas tort, nos très lointains ancêtres. Dans les superstitions qui sont encore aujourd'hui attachées au sang menstruel et aux règles, on trouve par exemple une coutume, une superstition finalement qui a perduré jusqu'à récemment, jusque dans les années 70, dans le Haut-Poitou. On invitait les femmes à aller courir sans culotte quand elles avaient leurs règles dans les champs de choux parce qu'on pensait que le sang menstruel allait tuer les limaces. Vous avez tous entendu parler du fait que éventuellement on ne peut pas monter une mayonnaise quand on a nos règles. C'est une croyance qui perdure encore dans certaines régions. On ne peut pas monter la mayonnaise. Tout ce qui avait à voir avec les œufs était problématique. On ne pouvait pas descendre dans la cave parce qu'on risquait de faire tourner le vin. On ne pouvait pas s'approcher du cochon qu'on égorgeait parce qu'on risquait également de faire pourrir la viande et les salaisons quand on avait une règle. Il reste beaucoup de superstitions liées aux règles et qui probablement ont été établies pour empêcher les relations sexuelles. On voit bien que ce qui fait la différence entre les animaux et les êtres humains, c'est qu'on ne suit pas uniquement nos instincts, on a des règles. C'est le sens du sous-titre de mon livre, Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. On a des règles qu'on établit pour ce qui est des relations sexuelles et de l'alimentation. Et il y a d'ailleurs, toutes les sociétés les plus anciennes se sont organisées en fonction de ça. Par exemple, des anthropologues qui étudient l'histoire de l'espèce humaine ont postulé que peut-être finalement les règles étaient à l'origine des plus grands accomplissements de notre civilisation. Des plus grands accomplissements de notre civilisation. Par exemple, il y a un anthropologue qui s'appelle Chris Knight qui dit que les femmes ont été les premières astronomes parce qu'elles ont observé qu'il y avait une coïncidence entre la durée du cycle menstruel et le cycle lunaire. Que la Lune, par conséquent, qui a été une des premières divinités de notre espèce, elle est aussi l'attribut des premières déesses. Vous remarquerez que la demi-lune est présente chez toutes les anciennes déesses archaïques. En fait, c'est de là qu'on a tiré cette bizarre façon de montrer qu'on avait un pouvoir suprême en mettant une couronne sur sa tête. Ce qui symbolise le plus le pouvoir dans le monde, la couronne, et bien en fait, c'est une lune, une demi-lune, qu'on met sur sa tête pour signifier le plus haut pouvoir. Et en fait, les règles, elles étaient associées au plus haut pouvoir, parce qu'elles étaient envoyées par la lune aux femmes. Symboliquement, c'est comme ça qu'on l'entendait. On dit aussi qu'évidemment, ce sont des femmes qui ont inventé les mathématiques. Parce que les premières tablettes de calcul qu'on a retrouvées, il y a de ça 30 000 ans, quand même, sont des tablettes qui sont des calendriers lunaires. Sur lesquels, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la durée des cycles, la durée des grossesses. Parce que quand même, on avait remarqué une chose,
On ne savait pas très bien quel était le rôle des êtres humains de sexe masculin dans la reproduction, mais on avait remarqué la chose suivante. Seules les femmes qui avaient des règles pouvaient tomber enceintes. Quand elles tombaient enceintes, elles cessaient d'avoir leurs règles. Pendant un nombre de cycles qu'on pouvait observer qui était entre 9 et 10 cycles. Et à partir de là, évidemment, ce sang, qu'est-ce qu'on avait déduit? Pas seulement qu'il pouvait tuer les limaces, mais on pensait que le sang menstruel était la matière même dont on faisait les êtres humains, puisque seules les femmes avaient cette capacité de porter et de mettre au monde des êtres humains de sexe non seulement féminin, comme elles, mais également masculin, ce qui était considéré comme un privilège très excessif par certains hommes. Et donc, ça a été vraiment le cœur de l'organisation des sociétés, d'essayer de prévoir et de contrôler ces règles. Il y a plein de manières, et de contrôler la reproduction, de décider comment et quand on allait avoir des relations sexuelles, comment et quand on allait se nourrir, parce qu'il y a un lien entre le cycle menstruel et l'alimentation. Si on ne mange pas suffisamment, si on mange trop peu, si on fait beaucoup de sport, on n'a plus de règles, on n'a plus de cycle menstruel. On a observé ce genre de phénomène à une très grande échelle, par exemple au XVIIe siècle, sous Louis XIV, on vous parle beaucoup de Versailles, le menuet et les grandeurs du roi Soleil. On vous parle un peu moins des famines qui ont traversé le pays à cette période-là, qui ont fait que des millions de femmes ont cessé d'avoir leurs règles, avec une chute de la démographie observable dans les mois qui ont suivi. On a observé la même chose à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes ont cessé d'avoir leurs règles. Et évidemment, on sait que quand on fait du sport de manière très intensive aussi, le corps considère qu'il n'a pas la capacité de porter et mettre au monde un enfant. Le cycle menstruel s'arrête. Une femme qui est en prison, ses cycles vont tendre à disparaître également. On a observé que chez certains animaux, la reproduction n'était pas possible en captivité. La reproduction n'est pas non plus possible en captivité pour de nombreux êtres humains, et on peut les comprendre. Donc on voit bien que sur le sang menstruel, on a eu beaucoup aussi de croyances qui renvoient à un pouvoir méconnu. La question que je traite dans mes deux livres était de savoir comment ce signe de pouvoir, de puissance, avait finalement été utilisé contre les femmes, de manière à les rabaisser, à les convaincre de leur infériorité. Ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre, et il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. C'est la raison principalement pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. J'ai découvert notamment que sur le sang menstruel magique, il y avait des superstitions comme les chevaliers qui au Moyen-Âge pensaient que pour rendre leur épée invincible, il fallait l'enduire de sang menstruel. Alors bon, tout l'exploit reposait probablement dans la manière de le recueillir et de convaincre les femmes d'en faire don à cette épée. En tout état de cause, on voit bien qu'on considérait aussi, d'une certaine façon, en positif. Il y a des anciennes coutumes qui consistaient à boire du sang menstruel. Ce qui peut vous paraître dégoûtant, mais vous savez, vous avez tous vu des pornos où il y a des éjacs faciales. Ça dérange personne. Non mais, j'y vais totalement. Mais on n'a pas du tout, écoutez-moi, on n'a pas du tout le même degré de dégoût à l'égard du sang menstruel qu'on a à l'égard des autres fluides. La salive, la morve, les larmes, la sueur font partie des fluides humains. Il y a une répulsion à l'égard du sang des règles qui est démesurée par rapport à la façon dont on considère tous les fluides des êtres humains. Et on a bien tort parce que, en réalité, dans le sang menstruel, il est loin d'être un déchet. Loin de ça, puisqu'on a découvert en 2008 qu'il contenait en fait des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont des supercellules qui peuvent se reproduire et se différencier.
et être utilisé notamment dans de nombreuses thérapies thérapeutiques, comme contre la leucémie, contre la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et évidemment des maladies féminines gynécologiques. Ça va être le dernier point de mon intervention. Le fait que le tabou des règles, ça a eu un impact extrêmement important sur notre santé. Le fait de s'entendre dire, par exemple, que d'avoir ces règles et d'avoir mal pendant ces règles, c'est normal, ça nous conduit à sous-estimer d'abord notre corps et notre douleur en tant que femme. Ça nous conduit à sous-estimer et à ne pas prendre soin suffisamment de notre santé. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui 15% des femmes, 180 millions de femmes dans le monde, 3 à 4 millions de femmes simplement en France, qui s'appelle l'endométriose, dont le premier symptôme est d'avoir des règles extrêmement douloureuses. Quand je dis extrêmement douloureuses, ça veut dire que dans certains cas, on ne va pas pouvoir se lever, on ne va pas pouvoir avoir une vie normale pendant ces règles. J'ai moi-même eu une endométriose, il a fallu 30 ans pour la diagnostiquer. On disait, bah non, c'est normal, vas-y, prends un petit Doliprane. En réalité, cette maladie, elle a une autre implication. 40% à 50% des femmes qui souffrent d'endométriose, et quand je dis souffrir d'endométriose, c'est pas une blague, parce que cette douleur, elle est pendant les règles, elle va, comme c'est une maladie évolutive, chronique, et on ne peut pas guérir, qui fait qu'il y a en fait des lésions de l'intérieur de l'utérus dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont, pour une raison mystérieuse, en dehors de l'utérus, et qui vont se mettre comme une toile d'araignée à coloniser d'autres organes, les ovaires, mais aussi le côlon, le système digestif. 15%, 3 à 4 millions dans le monde. Vous connaissez forcément une personne qui souffre d'endométriose autour de vous. J'ai découvert, après avoir écrit mon livre, qu'autour de moi, il y avait 5 personnes qui n'étaient pas des amies lointaines, qui étaient des amis relativement proches, qui m'ont dit bah oui, moi aussi j'ai endométriose, et qui ne m'en avaient jamais parlé. Elles ne m'en avaient jamais parlé, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas discuter entre nous des traitements, on ne pouvait pas essayer de s'unir pour faire pression sur les médecins pour qu'ils ne faillent pas 7 à 9 ans pour diagnostiquer cette maladie, pour qu'on puisse pour que des recherches puissent être conduites, et il se trouve qu'il y a des recherches conduites notamment à partir des cellules souches du sang menstruel pour essayer de comprendre le fonctionnement de cette maladie et de trouver des remèdes. Il y a d'autres maladies qui se développent et qui sont très importantes et qui prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui de surcroît, c'est-à-dire que c'est une maladie hormonodépendante, l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques, qui atteint également 5 à 10% des femmes. Donc on voit qu'on a environ 30% des femmes qui vont avoir un fonctionnement lié à leur reproduction qui est pathologique et qui peut être la première cause d'infertilité. C'est la première cause d'infertilité, l'endométriose, des femmes. Donc c'est chaud, parce que ça veut dire que pour se reproduire, sachant que d'un autre côté, eh bien, le nombre de spermatozoïdes a chuté de manière drastique chez les êtres humains de sexe masculin, passant de 140 à 170 millions à aujourd'hui, on est descendu à 70 millions en moyenne. C'est-à-dire que si on continue à ce rythme-là, on va atteindre un stade où la possibilité même de se reproduire ne sera plus atteinte. C'est-à-dire qu'on atteindra le seuil où on ne peut pas arriver, il n'y a pas assez de spermatozoïdes. On se dit 70 millions, cool. Rappelez-vous qu'on a 300 000 ovocytes à la puberté, qu'on va en ovuler 450. La sélection est drastique. Donc on va, si on continue à ne pas faire attention à ça, pour les femmes comme pour les hommes, ben, il se peut qu'on s'éteigne à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'on a imaginé. Mettre ces questions-là sur la place publique, c'est très important.
de la même manière qu'il est très important de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les protections périodiques. C'est bien joli d'essayer de ne pas faire de bruit en enlevant la petite languette ou de la glisser comme ça. On n'a dans aucun lycée, dans aucun collège, alors que la moitié des élèves vont avoir leurs règles, on ne trouve de protection périodique dans les toilettes, on trouve du papier toilette pour tout le monde. Ça viendrait à l'idée de personne de dire venez avec votre papier toilette, ça fait partie des besoins élémentaires de pouvoir trouver une protection périodique. On n'en trouve pas dans les hôtels, on n'en trouve pas dans les restaurants, on n'en trouve pas y compris dans les distributeurs dans les rues. On distribue des préservatifs qu'on peut acheter devant toutes les pharmacies et pas des protections périodiques, ni dans les boîtes de nuit, ni dans les trains, ni dans les avions, qui sont typiquement les endroits où ça peut surgir. Ça veut dire que nous, on est toujours sur le qui-vive. On est toujours dans est-ce que je vais les avoir, pas les avoir, est-ce que je vais me tâcher, ça va être la fin du monde, etc. C'est-à-dire qu'on a un temps de cerveau disponible vraiment beaucoup trop important pour ces conneries. Ça devrait être simple, ça devrait être facile. Si ça nous arrive, on devrait en trouver facilement, on devrait pouvoir en parler facilement, parce que ce conditionnement auquel nous sommes contraints et contraintes en raison de nos règles affecte véritablement notre puissance d'agir au quotidien. Alors surtout dans les protections périodiques, en plus, aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans 90% de celles qui sont vendues, il y a des résidus toxiques. Il y a, par exemple, on trouve des résidus de glyphosate dans la plupart des protections périodiques, internes ou externes. Alors le glyphosate, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un herbicide. Jusqu'à preuve du contraire, des mauvaises herbes, on n'en a pas là. On a par contre un truc formidable qui s'appelle la flore vaginale et qui est une condition indispensable de notre bonne santé. Ça nous permet d'hydrater, lubrifier correctement nos organes sexuels. Sans ça, ce serait même difficile de marcher. Alors imaginez le reste. Donc c'est indispensable, c'est aussi, comme c'est une porte d'entrée dans l'organisme, c'est plein de bactéries qui défendent notre corps contre les infections. Tout ce qui peut perturber cette flore vaginale est problématique, et il se trouve que les protections périodiques, elles ont beaucoup changé dans les 20 dernières années. Elles étaient précédemment, alors les anciennes, comment faisaient les gens avant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais les anciennes protections périodiques étaient faites majoritairement de coton. Aujourd'hui, elles sont faites majoritairement de dérivés d'hydrocarbures, de plastique, blanchis au chlore, ce qui fait qu'elles, soi-disant, peuvent être absorbantes. Alors, il y a un petit point technique, je vous sauve la vie éventuellement, sur les tampons qui peuvent produire une maladie très rare qui s'appelle le syndrome du choc toxique si on les garde plus de 6 heures. Alors c'est une maladie très rare mais quand même très grave, donc, dont on peut mourir, le syndrome du choc toxique. Si on n'en meurt pas, on peut aussi être amputé. C'est lié à la création d'un tampon en 1979 qui s'appelait le tampon Relay aux États-Unis, qui était un tampon super absorbant. La publicité disait qu'il pouvait absorber même votre anxiété. Parce que les règles produisent de l'anxiété et ça allait produire votre anxiété. Alors ça a absorbé tellement de trucs que ça a même absorbé la force vitale des personnes. 813 personnes utilisant le tampon Relay ont été frappées par un syndrome du choc toxique. 38 sont mortes. 38 personnes sont mortes. Aujourd'hui, on sait pas combien de personnes ont un syndrome du choc toxique en France. La maladie est mal connue. Il n'y a pas d'obligation d'en faire un report au plan national. Les statistiques qui ont été conduites aux États-Unis sont probablement les mêmes en France. Ça représente 1,3 femmes années sur 100 000, 1,3 sur 100 000, 1,3 personnes sur 100 000 peut avoir un syndrome du choc toxique.
Alors, effectivement, c'est très peu, pas la peine de vous angoisser. Maintenant, j'essaye de vous faire vous imaginer une chose. Imaginons qu'on a inventé un préservatif merveilleux qui décuple les sensations et qui guérit toutes les maladies. Non, je plaisante, mais qui vous permet un usage extrêmement confortable. Malheureusement, dans 1,3 cas sur 100 000, il va produire éventuellement la mort ou l'amputation. Pas grave. On met une petite indication en tout petit sur l'emballage et puis on explique qu'il faut faire attention en l'utilisant, mais en tout petit. Je doute fort qu'une chose pareille serait possible. En revanche, c'est exactement ce qui se passe avec les tampons. C'est exactement ce qui se passe avec les tampons. Il y a un risque de syndrome de choc toxique. On écrit ça en tout petit sur les papiers. Il n'y a pas de prévention réelle sur cette question. Or, il y a 4 règles, pour le coup, à respecter. Elles sont très simples. On porte un tampon, on prend le moins absorbant. Jamais de... Parce que plus il est absorbant, plus il y a des poudres absorbantes, plus il va absorber la fameuse flore vaginale qui nous défend contre les infections. Et moi, j'ai vu des dessins qui montrent comment ça irrite les muqueuses. Et franchement, il faut les utiliser le moins possible, le moins absorbant possible, le plus petit possible. Jamais plus de 6 heures. Donc jamais la nuit. Jamais on dort avec un tampon. Parce que des symptômes peuvent survenir dont on ne se rendra pas compte. Et si on intervient tout de suite, on peut empêcher cette infection. Si on n'intervient pas tout de suite, eh ben, ça va prendre des proportions terribles. Je connais personnellement 5 personnes qui ont eu un syndrome du choc toxique. Ça veut dire que c'est probablement pas si rare qu'on le dit et que quelquefois c'est même pas diagnostiqué. Et heureusement, on peut en guérir spontanément, à condition d'enlever, donc la dernière des règles, si on a des symptômes comme symptômes grippaux, mal de ventre, fièvre et rage, c'est-à-dire des symptômes de coup de soleil, quelle que soit la saison. On enlève immédiatement le tampon si on en porte un, évidemment. Et deuxièmement, on va aux urgences. On n'appelle pas SOS médecin, on va aux urgences. Et on dit, je soupçonne d'avoir un début de syndrome du choc toxique. Au pire, au mieux, on vous dira, bah non, c'est dans ta tête. Ce que les femmes s'entendent très souvent dire quand elles expriment des symptômes, c'est quand même un petit problème. Et vous le verrez dans d'autres cas comme les crises cardiaques, qui n'ont pas les mêmes symptômes chez les femmes, qui ne sont donc pas prises en charge correctement. Quand une femme vient en exposant des symptômes qui correspondent à ceux d'une crise cardiaque chez une femme, particulièrement des douleurs de ventre, on lui dit vous avez une petite indigestion, rentrez chez vous, restez au calme, et elles font une crise cardiaque qui n'est pas prise en charge. Parce qu'elles n'ont pas les symptômes qu'ont par exemple les hommes, des maladies cardiovasculaires, qui est une douleur par exemple au bras. Donc on sent bien qu'il y a dans la prise en charge de la santé, si on est alors, en général dans la vie courante, vous l'observez peut-être déjà, vous l'observerez plus tard, quand on est une femme, il faut répéter 3 fois quelque chose. Sinon, ce n'est pas considéré comme légitime et on va vous dire, mais tu es sûr de ce que tu dis. Et éventuellement, est-ce que tu as des règles? Donc, si jamais vous le dites de manière un peu vigoureuse. Mais bon. Donc, s'occuper des règles, c'est aussi s'occuper de questions essentielles pour la survie de l'espèce, pour notre santé, pour notre bien-être. Ça fait partie des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé que d'améliorer notre bien-être, sachant que c'est tout ce qu'on a pour être heureux, c'est important de le défendre. Je m'arrêterai là, vous avez peut-être des questions. Oui, alors donc on nous dit qu'il y a des protections bio qui n'ont pas ces produits toxiques. Est-ce qu'on peut faire confiance en ces produits? Il y a effectivement des produits bio, en coton, en pur coton bio, et par exemple pour une certaine marque qui sont entièrement recyclables, c'est-à-dire compostables. Donc oui, il faut... Alors il y a aussi la coupe menstruelle qui présente un autre avantage qu'il n'y a pas de déchets, elle n'abîme pas les muqueuses comme le font les tampons.
La coupe menstruelle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La cup. Voilà, ça ressemble à une petite tétine en fait, mais sans coupe. Sinon c'est pas drôle. Et qu'on peut mettre à l'intérieur du vagin qui va recueillir le sang menstruel. Ça demande un petit peu de technique pour l'utiliser. Le grand avantage, c'est que c'est très économique. Ça coûte 30 € à l'achat et on peut l'utiliser 5 à 10 ans. 20 à 30 € à l'achat. Donc, attention. L'autre protection qui existe, qui est en train de se développer, qui est super pratique, c'est les culottes menstruelles et les serviettes réutilisables. Les culottes menstruelles, il y a une marque américaine qui s'appelle Things, mais il y en a une autre qui s'appelle Fempo qui arrive en France. C'est comme des culottes, mais avec des fibres super absorbantes, donc elles sont lavables, elles sont hyper élégantes et hyper confortables. Ça peut sembler, c'est 30 € l'achat, mais comme on la réutilise tout le temps et qu'on ne la jette pas, il faut savoir qu'on va dépenser 2500 à 5000 € dans une vie en protection périodique. C'est extrêmement cher. Jusqu'à décembre 2015, elles étaient taxées avec une TVA de 20%, ce qui faisait que leur prix était extrêmement important. Donc il y a eu un mouvement pour demander que la TVA soit ramenée à 5,5 comme les produits de première nécessité. Il faut savoir que les sodas, par exemple, sont considérés comme des produits de première nécessité et sont taxés à 5,5. Alors que tout le monde sait que les sodas sucrés provoquent des maladies mortelles, du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Pourtant, TVA à 5,5. Le problème de cette question de TVA, c'est que on n'a pas vraiment contrôlé si le prix avait baissé. Les emballages sont de toute façon entièrement reconditionnés systématiquement avec des nombres complètement délirants. Une fois c'est 8, une fois c'est 7, une fois c'est 12. Donc il leur suffit de changer simplement le nombre dans les paquets pour garder exactement le même bénéfice, si bien que la baisse de la TVA, elle a abouti à faire un cadeau aux fabricants qui refusent toujours non seulement de donner la composition de leurs produits pour les fabricants des protections périodiques les plus courantes, mais y compris de changer cette composition de telle sorte que soient éliminées les substances toxiques et les perturbateurs endocriniens qui s'y trouvent. Bon, quand eux-mêmes ne parviendront plus à se reproduire, auront des cancers reproductifs ou des maladies de ce genre, peut-être qu'ils s'en préoccuperont davantage, mais j'en doute fort. Ceci étant une autre histoire. Voilà. Donc il y a effectivement des tas d'autres protections périodiques. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'endométriose? Non. Bon, pas tous, mais beaucoup quand même. Il y a seulement 5 ans qu'on en parle de cette maladie. Cette maladie, elle a été décrite déjà dans l'Égypte ancienne. C'est vous dire le temps qu'il a fallu pour en arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Au XVIIe siècle, quand on tuait les sorcières, par exemple, les femmes qui souffraient d'endométriose, elles étaient considérées comme possédées par le démon. Elles étaient brûlées en place publique quand même pour ça. C'est vous dire que quand même on remonte d'un petit peu loin sur ces questions-là. L'endométriose, qui est décrite et connue depuis de longues années, on en parle seulement depuis que les femmes ont dit maintenant ça suffit. Donc parler et uniquement parce qu'elles se sont dit bon, on va arrêter de ne plus parler des règles, parce que ne pas parler des règles, c'est ne pas parler de questions essentielles pour nos vies. Le problème pour les hommes, ça a été quand même le suivant. On est toujours sûr de la mère, on n'est pas sûr du père. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse beaucoup au cycle menstruel. Parce qu'évidemment, pendant des siècles, des millénaires,
eh bien, il n'y avait que des mères. Il n'y avait pas de père. Il n'y avait pas de père. On ne savait pas qui était le père, et c'était un petit problème pour eux quand même. Il existe encore une société dans le monde qui s'appelle la société Na chez les Mozo en Chine, que les anthropologues appellent la société sans père ni mari. Elle est entièrement organisée dans des maisons familiales dirigées par des femmes. Et les relations, évidemment, amoureuses entre les hommes et les femmes sont très cool, mais jamais fondées autour du couple qu'ils formeraient. En fait, à partir du moment où elle a ses premières règles, la jeune fille va inviter dans sa maison par une porte dérobée le garçon qui lui plaît, qu'elle a rencontré dans des fêtes. Hein? Non, à partir du moment où elle a ses règles, elle va pouvoir inviter de façon cachée, elle va pouvoir commencer à avoir des relations sexuelles, si elle le souhaite. Et ça se passe la nuit, de manière cachée, les relations amoureuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des amours qui durent toute la vie, parce qu'il y en a. Mais les hommes et les femmes ne vivent pas ensemble, et quand les enfants naissent, ils ne savent pas qui est leur père biologique. Ils n'existent pas en tant que père. Ceux qui les élèvent, ce sont les oncles, ce sont les frères de leur mère. Donc chaque homme a des enfants dont il s'occupe, ce sont ses neveux et nièces en fait, mais pas les enfants qu'il a produits biologiquement. Et il y a eu énormément de tentatives. Il y a environ 100 000 personnes qui vivent encore comme ça chez les Mozo, dans cette région de Chine, des contreforts de l'Himalaya. Et les Chinois ont essayé pendant des années de leur faire changer leur système et de revenir à la famille, enfin de revenir à ce qui est le système dominant sur Terre, la famille nucléaire. La famille pour tous, hein, ouais, côté un papa et une maman, un enfant. Et les Mozo, ils ont dit, ah ben nous ça ne va pas du tout. On ne veut pas, parce que nous on est libres. Et les hommes en premier lieu, ils ont dit, mais nous on a la bonne vie. Personne n'est obligé à la moindre fidélité. On est ensemble uniquement en fonction du plaisir qu'on y trouve. Et pas des obligations qu'on aurait à rester ensemble, quoi qu'il en soit, toujours avec la même personne. Et ils disent que, aussi bien les hommes que les femmes, que c'est une situation qui leur permet d'être beaucoup plus heureux que les contraintes proposées par le gouvernement chinois. Et c'est valable d'ailleurs dans à peu près toutes les sociétés aujourd'hui où il y a une organisation plus favorable aux femmes, en général, sauf dans une, mais pour des raisons différentes. Les hommes, aussi bien que les femmes, disent qu'ils préfèrent rester dans ce mode d'organisation qui est jugé beaucoup plus harmonieux.